Et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Mais avant de débuter, un grand merci à vous parce que vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir rejoints sur notre chaîne YouTube. Alors si notre travail vous plaît et si c'est toujours pas fait, on vous invite à cliquer sur vous abonner, mais également sur la petite cloche pour ne pas louper notre actualité. Alors aujourd'hui nous allons à la rencontre de Marc-Antoine qui est un ancien membre des forces spéciales françaises qui a servi au 1er RPIMA, donc 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine, et va nous faire part déjà d'une part de son parcours, mais d'autre part de sa nouvelle aventure entrepreneuriale si je puis dire, puisqu'il a créé une association qui vient en aide aux personnes désireuses de s'engager dans les unités et notamment spécialisées. Et il aborde finalement sous un volet que j'aime énormément, c'est-à-dire la préparation psychologique. Bref, j'espère que ça va vous plaire, je vous souhaite un bon visionnage à tous et on se dit à tout de suite. Salut Marc-Antoine, bienvenue sur la chaîne YouTube. Salut Johan, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Alors comme je disais en introduction de cette vidéo, tu as servi au 1er régiment parachutiste d'infanterie de marine. Est-ce que tu pourrais un petit peu te présenter, soit dans ta vie de tous les jours, mais également dans ton parcours militaire? Oui, bien entendu. On va surtout parler du parcours militaire du coup. Figure-toi que Johan, on a eu un peu nos chemins qui se sont croisés. On a commencé tous les deux en 2006. Moi, j'ai eu la chance de commencer directement au 1er PIMA. J'avais été recruté à l'issue de la première PMPFS qui avait été créée. J'avais fini premier de cette PMPFS et j'avais eu la chance d'intégrer le régiment en octobre. Voilà, les années ont passé, donc j'étais du côté stagiaire, j'ai fait toute la formation et j'étais un des seuls engagés initiaux, même le seul engagé initial du départ à finir la filière du premier coup. Et du coup, un an et demi plus tard, j'ai atterri dans un groupe Action, on appelait ça, après ça s'appelait les SAS. Et puis voilà, j'ai évolué au sein du 1er PIMA que j'ai quitté il n'y a pas très longtemps, après 17 ans au régiment, et j'ai fini comme chef de groupe. Ok. Donc pour que les gens comprennent bien, pour ceux qui nous suivent, le 1er PIMA, c'est une unité d'intervention de l'armée de terre. Voilà, c'est un petit peu, si je puis dire, c'est les forces spéciales, mais c'est le bras armé, si je puis dire, la branche action. Oui, exactement. On a l'armée conventionnelle et on a une petite branche qui est à part, qui est les forces spéciales de l'armée de terre, qui a sa propre chaîne de commandement. Qui répond du coup à des autorités militaires, mais aussi politiques, et le 1er PIMA au sein de ces forces spéciales de l'armée de terre et le régiment Action. Okay. Les forces spéciales de l'armée de terre ont plusieurs régiments, 3 principalement. Le 13e RDP qui fait le renseignement humain surtout. Le 4e RHFS qui pilote les hélicoptères, autant les hélicoptères de transport que les hélicoptères d'attaque comme le Tigre et la Gazelle. Et puis finalement, il y a le 1er PIMA qui sont le bras armé, le régiment Action qui va accomplir les actions, qui ont à peu près la même similitude avec les autres armées, la marine et l'armée de l'air, des commandos marines, plus particulièrement UBR, et le CPA-10 pour l'armée de l'air. Alors du coup, toi quand tu t'es posé la question, j'avais regardé une vidéo, enfin pour ceux pareil encore une fois qui nous suivent, on se souvient, c'était sur un 14 juillet ou pas que tu avais été… Avec Denis Brognard, ouais. C'est exactement ça. Okay. Ouais. Et donc du coup, tu parlais de cette fameuse lettre d'émancipation, à tes 17 ans et demi, ça y est, tu déploies tes ailes, tu pars dans les armées. Pourquoi avoir fait le choix de être parti plutôt sur le 1er PIMA plutôt que sur des commandos marines, admettons, ou sur le CPA-10? Ma question du coup, c'est est-ce que tu savais un peu dans quoi tu mettais les pieds? Parce qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ça, mais moi, en tout cas, en 2006, j'avais pas le souvenir d'avoir accès à autant d'informations. Ouais. Alors c'est bien que tu poses la question parce qu'on va enlever plein d'effets un petit peu, on va se dire, néfastes de la société d'aujourd'hui. Effectivement, en 2006, on n'avait pas la même accès à l'information, ce qui demandait un plus gros effort de recherche. Et moi, finalement, j'ai eu cette chance d'avoir un de mes cousins qui était nageur de combat pour la DGSE. Okay, qui connaissait un petit peu mon tempérament et qui m'a dit voilà, toi, vu ce que tu aimes bien faire, vu l'ambition que tu as, etc., ce que tu dois viser, c'est le 1er PIMA et rien d'autre. Pourquoi? Parce que lui, il faisait partie de l'armée de terre. Tu vois, il avait commencé dans un régiment de train avant de pouvoir accéder aux nageurs de combat. Ouais. Donc, pour lui, c'était l'armée de terre.
Moi, j'habitais à ce moment-là à La Rochelle. Le centre de recrutement, il était plus tourné vers l'armée de terre que vers la marine. Et tu vois, des années plus tard, j'ai été en mission avec un marin. Et souvent, et certains se reconnaîtront, il y a un petit peu des conflits entre les unités, des histoires de rivalité. Et moi, j'avais cassé la glace tout de suite en lui disant, écoute, toi, tu es breton et tu t'es engagé dans la marine parce qu'en fait, ton centre de recrutement, il était dans la marine et moi, mon centre de recrutement, c'était l'armée de terre. Et on ne peut pas se faire la guerre pour ça, c'est juste des histoires de parcours, de chance, etc. Donc moi, j'avais eu la chance à ce moment-là d'avoir un cousin qui m'a conseillé le premier PMA. J'ai tout mis en œuvre pour y arriver et voilà, j'étais là aujourd'hui. Quand tu parles d'effets néfastes finalement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est le fait qu'il y a... On parle souvent un peu d'égocentrisme, de vision de soi-même, etc. C'est exactement ça. Aujourd'hui, tu as tellement de vidéos qui sont faites par des gens crédibles, mais aussi un petit peu des gens, on ne va pas vraiment vérifier ce qu'ils ont pu faire avant, qui vont te vendre une image des forces spéciales qui n'est pas forcément celle que nous, on connaît, que tous les deux, on connaît. Aujourd'hui, l'accent est beaucoup mis sur les performances physiques, et beaucoup mis sur l'image, comment les mecs ils sont équipés, etc. Un petit peu la gloire du force spécial, alors que toi et moi, tu le sais, la reconnaissance, on n'en a jamais. Et surtout, on ne va pas s'engager pour avoir une certaine image de nous-mêmes. On fait surtout pour donner de sa personne. Tu comprends? Donc c'est plutôt un... En fait, là où aujourd'hui on met l'accent sur l'individualisme, là-dessus on prône plutôt sur un collectif. Ce que les gens peut-être comprennent peut-être pas trop quand ils regardent ça, c'est le fait d'être unité spécialisée, ça ne veut pas dire qu'on est nécessairement en marge, ça veut juste dire que le niveau d'autonomie, de responsabilité, il n'est pas soutenu par un plus grand nombre, mais juste par un plus petit nombre. Et souvent les gens confondent aussi le fait qu'il y ait cette forme d'autonomie, un petit peu de liberté pour justement laisser passer un peu tous les messages un peu de Gucci, comme on le voit souvent, de super-héros, etc. Effectivement. Donc du coup, j'imagine, bon, c'est vrai que c'est un peu comment dirais-je, c'est un peu compliqué comme exercice parce que toi et moi on se connaît, comme tu l'as dit, nos parcours se sont croisés bien évidemment. Pour ceux qui nous regardent au travers de cette caméra, le but aussi c'est de parler aussi de ton parcours. Tu as été aussi, comme moi, déployé à l'étranger. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué, des éléments que tu aimerais mettre au devant, finalement, au regard de ce que tu as pu vivre en intensité, en déplacement? Oui, alors tu sais bien, on ne va pas parler de où on était exactement et ce qu'on a fait. On va plutôt un peu parler de la philosophie, les points durs. On va montrer les points durs exactement. Parce que, comme je le dis encore, sur les réseaux sociaux, on nous montre que tout est beau. Voilà, le force spécial, c'est le super-héros, et en gros, tout ce qu'il fait, c'est touchy. Et finalement, moi, la première mission sur laquelle j'étais envoyé, c'était en Afrique, c'était en 2008. Et bon, à ce moment-là, on était dans une base conventionnelle avec un partenaire qui n'était pas vraiment là, on devait travailler. Finalement, la première mission qu'on fait, on fait pas énormément de choses. Mais il y a des moments durs. Tu vois, aujourd'hui, on pense que les forces spéciales, c'est toujours avec son hélicoptère, son super fusil, avec des lasers, des trucs comme ça, etc., qui rentrent faire du CQB. Non, nous, on était dans le désert, on est parti 3 semaines sur une frontière pour vérifier ce qui se passait avec un partenaire. On vivait vraiment dans le désert, on était complètement autonome. Et là, on se dit, force spéciale, tu vois, et je pense qu'aujourd'hui, nous, on y était préparés à l'époque. Aujourd'hui, les gamins, quand s'ils regardent que les trucs, ils se renseignent que sur les réseaux sociaux, ils vont pas comprendre. Ils disent, ah bon, les forces spéciales, ils font ça aussi. Tu vois, ça c'était la première mission. Après, j'ai eu des missions dures. On a perdu, moi j'ai perdu un gars sur une opération, des blessés, tu le sais, on en a eu quand même pas mal. On a eu des actions éprouvantes, tant psychologiquement que physiquement, et ça, on va y revenir un petit peu sur la préparation physique. Mais finalement, il fallait tenir. Psychologiquement, c'était ça le plus important, c'est qu'il fallait tenir, il fallait avoir cette hargne, être toujours convaincu que ce qu'on faisait, c'était utile, même si des fois, il y a des trucs qui ne nous plaisent pas. Encore une fois, il faut comprendre qu'on était là pour servir et pas pour se servir. Donc forcément, on fait des choses qu'on n'a pas eu envie de faire. Et donc, on y reviendra justement sur l'association que tu portes et pourquoi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Justement parce que ton approche elle diffère de ce que je peux voir énormément ailleurs, c'est-à-dire qu'au lieu de centrer la chose, et encore une fois, tous les deux on se connaît,
c'est important de le dire, c'est-à-dire tu ne recentres pas le sujet sur ta personne. J'ai fait ça, j'étais à tel endroit, on s'est frité. Ça, c'est vu, entendu, redit. En fait, à tel point que ce genre de messages-là, maintenant, ils sont dissous dans la masse. Et on a l'impression qu'on est passé d'une mode à une autre, où à un moment donné, c'était cool d'être force spéciale, maintenant c'est autre chose, etc. Là où je trouve, toi, tu mets l'accent, et c'est très intéressant, c'est un truc dont on parle très peu, c'est justement l'aspect psychologique, la préparation des gars. Est-ce que ça, pareil, est-ce que c'est parce que tu as eu des chocs? Est-ce que c'est parce que tu as à un moment donné rencontré le mur de la réalité? Est-ce que c'est juste à un moment donné, tu t'es dit, tiens, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez? Qu'est-ce qui t'a amené en fait, à te focaliser sur ces aspects-là et pas juste, encore une fois, prendre la parole ouvertement comme là tu le fais et juste dire, bah voilà, moi j'étais première PMA, c'est cool, super force spéciale, enfin bref, tu m'as compris. Alors il y a eu plusieurs choses, tu vois, et la chose peut-être qui m'a le plus marqué assez jeune, c'était mon grand-père. Moi, je suis d'une famille bretonne. Mon grand-père, il était résistant dans les camps en Bretagne. Et en fait, quand tu es gamin et que tu vas te promener avec ton grand-père dans la campagne et qu'il dit tiens, dans ce fossé, je suis resté toute une nuit et quand les Boches ils sont sortis, je les ai tous égorgés. Ou tu dis t'as vu ce clocher avec la mitrailleuse, on l'a rasé parce qu'il y avait un tireur embusqué. Tu vois, c'était il y a longtemps et il restait très marqué là-dessus. Mais c'était une autre génération. Lui, il était fils de boucher, il était boucher dans la campagne en Bretagne avec une vie beaucoup plus dure que celle qu'on a aujourd'hui. Et finalement, même s'il était très dur psychologiquement, il en est resté très marqué des années plus tard. Mais je l'ai vu aussi, moi je l'ai vécu, ce choc psychologique, on en a plein. Moi je me souviens du premier, c'est rien que quand j'arrive au régiment. J'ai 17 ans, je suis en jean basket, je fais 60 kilos. J'ai pas fini de grandir et je rentre dans ce régiment, la Citadelle, c'est quand même super beau, c'est sur Pont de Bayonne, etc. Accueilli par un mec, c'était un monstre, il était énorme et en fait, on n'est plus des enfants. Ouais. Quand on rentre là, on n'est plus un enfant, on n'est plus considéré comme un adolescent, comme un enfant, on nous dit maintenant tu es un homme et tu vas apprendre ce que c'est qu'être un homme. Alors que finalement, à 17 ans et demi, aujourd'hui, en étant toi père de famille comme moi, quand tu vois un petit bout de chou et puis en fait tu constates qu'à 17 ans t'es rien du tout, quoi. C'est ça le plus fou. C'est ça. Mais finalement on n'est jamais rien, tu comprends. Même des années plus tard, on a vécu ce qu'on a vécu. Il faut quand même que les gens ils se rendent compte que il n'y a pas de super-héros, il n'y a pas de mec super fort et on ne devient pas action man parce qu'on est rentré au père un PIMA et finalement sur notre terre on reste qu'un simple individu. Et si on dézoome un peu encore au niveau de notre univers, la terre elle est rien, alors toi force spéciale en France, t'étais vraiment pas grand chose. Mais on en revient à pourquoi créer cette association, pourquoi aider les jeunes, parce que beaucoup durant la formation, alors déjà le processus pour arriver au régiment il est très dur. On perd énormément de gens, de gars qui sont très motivés, mais parce qu'à un certain moment, ils n'ont pas su se mettre en avant, parce qu'à un certain moment, ils n'ont pas eu la maturité qu'il fallait pour pouvoir bien se présenter, bien se vendre aux recruteurs. Déjà, ils n'arrivent même pas à passer ces filtres-là, ils n'arrivent même pas à arriver aux premières PMA ou dans n'importe quelle force spéciale. Mais en plus de ça, une fois arrivé dans le régiment, tu te souviens, on a un taux d'échec aux formations qui est aberrant. Parce que la formation elle est dure, mais au final, on se rend compte que le régiment va très peu sortir de gars de la formation en leur disant stop, t'es plus bon. Il y a quand même un aspect pédagogique qui amène les gens à un certain niveau, mais il y a beaucoup trop de volontaires qui à un moment ont une baisse de morale ou ne se recentrent plus trop sur pourquoi ils étaient là, et à un moment ils lèvent la main, ils se disent j'en peux plus, j'arrête. Pour ça, c'est pour réussir à aider tous les volontaires qui ont une envie d'atteindre une unité d'élite à réussir déjà à passer ces filtres de sélection et après pouvoir forger un petit peu leur esprit, leur morale, un petit peu leur faire comprendre qu'il faut être dur et leur faire comprendre le sens de cet engagement pour une fois dans la formation, quand ils auront des moments durs, ils se diront c'est vrai qu'on m'a appris ça et je vais tenir. Et du coup, la question que j'aimerais te poser, tu parlais justement de ton enfance, là, de tes origines en Bretagne. On sait très bien que la Bretagne a été marquée, il y a des stigmates qui sont peut-être moins visibles aujourd'hui, mais ceux qui s'y connaissent un peu en histoire savent très bien que la Bretagne a beaucoup souffert en fait en réalité sur les grandes guerres. Ça a toujours été un petit peu la tête dure de la France, hein. C'est vraiment le peuple très différent.
on l'a fait payer, ils ont toujours été en retard sur tout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été délaissés. Il y avait un reportage qui était absolument édifiant sur peut-être France 2 ou quelque chose, où en fait on parlait des grands-mères bretonnes qui ne parlaient pas un mot de français, qui avaient ce conflit entre la nouvelle génération on les obligeait à parler français, etc. Donc on a des gens qui ont vécu pendant longtemps à la dure et qui s'est répercuté. Est-ce que selon toi, c'est nécessaire d'être passé par quelque chose de dur dans ton enfance, d'avoir une mentalité un petit peu de dur au mal pour pouvoir accéder à ce type d'unité, ou tu penses qu'on peut le devenir à force de travail ? Moi, je pense qu'on peut le devenir à force de travail et heureusement parce que finalement notre société évolue et il faut être conscient que la nouvelle jeunesse, tout est un petit peu beaucoup plus facile. Tu sais pas où aller, tu prends ton smartphone, il te dit tout. Tu sais pas écrire un mot, tu prends ton smartphone. Tout est devenu assez simple. Donc forcément, faut qu'on arrive à leur apprendre à ces jeunes-là le goût de l'effort, le goût de la résistance à la douleur, l'abnégation, le don de sa personne. Et, on peut l'apprendre. Forcément, si tu as vécu des choses dures dans ta jeunesse, ça te marque, ça te forge, ça t'éduque si tu veux, et après tu vas le tenir toute ta vie. Donc oui, ça aide, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation. Je pense que on a tous quelque chose qui est ancré au fond de nous, qui mettra peut-être plus de temps à se révéler que quelqu'un d'autre. Mais voilà, les épreuves de ta vie vont faire que tu vas comprendre certaines choses. L'association, au final, elle est un petit peu pour ça aussi. C'est pour te faire prendre conscience de certaines choses, t'éduquer, révéler quelque chose en toi. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, ce qui se passe dans notre jeunesse, on ne peut pas le contrôler. Mais derrière, on a du travail. On peut travailler sur les personnes et faire en sorte que ça devienne des gars, des vrais combattants. Tu vois, ce que nous, on sait du combattant. Ce n'est pas un sportif de haut niveau, ce n'est pas un psychopathe. Un combattant, c'est quelqu'un qui est dur. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est que, comme tu le mentionnais au début, on a eu des parcours croisés, toi et moi. On est intervenus sur les mêmes choses, justement, dans le domaine presque de l'instruction, en tout cas, mais j'allais dire presque de l'éducation. Il faut prendre conscience aussi d'une chose, j'imagine, c'est qu'on ne peut pas tout le temps tout réussir du premier coup. On connaît aussi des échecs, moi j'en ai connu, des trucs où on se ramasse en fait finalement. Quand toi, avec ton association, tu prends le pli de partir justement sur la préparation psychologique, qu'est-ce que tu amènes ? Quel est l'axe que tu prends pour justement former ces jeunes-là justement ? Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là qui veulent justement se former ? Alors, le contenu des formations, je laisse un petit peu dans les formations, mais si tu veux, il y a le plus gros aspect de toutes mes formations, c'est que si tu t'engages, tu le fais pour les autres. Tu comprends ? Cette dévotion à la cause, cette abnégation, ce don de ta personne et cette envie, si tu veux, que ta vie, elle ait servi à quelque chose. Tu comprends ? On est tous voués à mourir, ça c'est une certitude. Mais il y aura une différence entre les gens qui laisseront une trace de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils ont accompli, et les gens qui auront pensé toujours qu'à eux. Tu vois ? Et je reprends l'exemple de mon grand-père. Il est décédé depuis un paquet d'années maintenant. Aujourd'hui, j'en parle encore. Dans les musées, on parle de ce qu'ils ont fait. Et la Seconde Guerre mondiale et les résistants tout particulièrement, on s'en souviendra toujours de ce qu'ils ont fait. Tu comprends ? Et du coup, est-ce que quand on parle de tout ça, parce que là maintenant on va revenir vraiment sur le cœur de la formation, t'es jeune, t'arrives, t'as 18 ans, tu t'engages justement au premier, là tu pars sur les stages co, tu pars sur toute la formation. Quelle est selon toi, dans la formation, les raisons pour lesquelles les mecs peuvent faire échec ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, ils atteignent le plafond de verre, ils n'arrivent pas à pousser plus loin ? Quel conseil toi tu donnes en fait là-dessus par exemple ? Alors des raisons, en fait, ça va être propre à chaque personne, mais ce qu'on retrouve beaucoup, c'est les jeunes qui veulent retrouver leur famille. Tu vois, c'est bête, ça, aujourd'hui les jeunes voyagent, etc. Mais être coupé de leur famille, puis avoir la possibilité de communiquer avec eux ou avec leurs copains, leur cercle social qui se sont créés pendant leur jeunesse, on va les couper de ça. Et ben ça, il y en a beaucoup, ça leur fait mal et ils ont du mal à l'accepter. Ce qu'il y a aussi, c'est l'effort qu'on leur demande constamment. On ne leur demande pas d'être présent à un moment donné, comme un athlète de haut niveau qui va être prêt pour une compétition. On leur demande d'être là
tout le temps, sur la durée. La formation, elle est longue et des baisses de morale, on en a tous. Mais la nuit, quand tu es en train de marcher avec ton sac qui est super lourd et tu sais que tu es sous la pluie et que ça va être comme ça pour 10 jours, et ben, tu as celui qui se dit « j'ai envie d'arrêter, ah ouais, je serai mieux à la maison, et puis je vais retrouver mes copains, et puis tiens, je vais bosser là-dedans, ou je vais retrouver mes études, ce sera facile. » Et tu as l'autre qui dit « j'ai envie d'arrêter ». Et toi tu te l'es dit, c'est sûr, parce que moi je me le suis dit aussi, tout le monde se le dit « oh, j'ai envie d'arrêter ». Et en fait, tu reprends la raison, tu redézoomes un peu, tu dis « mais pourquoi ? Pourquoi au final je vais arrêter ? Pour retrouver quoi de mieux ? Pour faire quoi de mieux ? Et qu'est-ce que les gens vont penser de moi ? Et qui je vais décevoir ? Et est-ce que j'ai envie d'être un loser ? Est-ce que j'ai envie de me dire toute ma vie, j'ai arrêté, j'ai faibli, tu vois ce que je veux dire ? Il y a plusieurs aspects qui font arrêter les jeunes, mais on va être très honnête, l'aspect physique, j'arrête parce que je ne suis pas assez bon physiquement ou je n'étais pas assez prêt physiquement, il n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu ça non plus. Non, j'ai jamais vu là-dessus. C'est-à-dire que, encore une fois, on voit beaucoup de la préparation, préparez-vous, ceci, etc. Mais là, tu relèves un point, moi, je trouve, qui est intéressant. On n'est pas des sportifs de haut niveau, en fait. C'est pas du tout ça. Toi, limite, tout à l'heure, tu rigolais, tu disais, en fait, tu prends une paire de baskets et une barre de traction et, en fait, tu seras prêt. Alors, c'est peut-être l'extrême aussi, probablement, parce que y a la natation, le truc, le machin, je veux bien. Mais en fait, moi, comme toi, on n'a jamais vu un mec qui a arrêté parce qu'il a dit « ouais, j'arrive pas à porter mon sac à 50 ». Surtout qu'il y a quand même une forme de progression. Tu sais, on ne te met pas dès le premier jour tous les moyens radio, tout à disposition directement sur le dos et on te demande d'être bon à l'instant T. Il y a une marge de progression. Et d'autant plus que, si tu veux, même quelqu'un qui sera très très bon physiquement, la formation est faite pour aller le pousser dans ses retranchements. En fait, l'instructeur et l'instruction est faite en sorte que on veut que tu ailles chercher là où tu as mal. Et qu'est-ce que tu vas donner quand tu auras mal ? Tu vois ce que je veux dire ? Quelqu'un qui est très bon physiquement ou comme tu disais tout à l'heure, qui n'a jamais connu l'échec, tout a toujours été facile pour lui. Quand il va se retrouver cette fois-ci dans le mal, où ça va être dur, il va se poser des questions. Mais il ne sera pas habitué à ça. Ouais, tu n'as pas le pot de protéines, ton programme qui est défini, tes 5 séances de sport à la semaine. Ta récup qui est calculée et tes repas qui sont calculés. En fait, en réalité, c'est là où je trouve que parfois on prend justement un mauvais chemin, c'est de vouloir préparer les mecs comme des machines, des Formule 1, alors qu'on demande plutôt des 4x4, quand on demande des mecs qui sont absolument tout terrain. C'est le fort spécial, c'est la voiture du Paris-Dakar. Tu comprends ? Il doit durer longtemps. Il doit être là constamment et son parc d'assistance, pour le réparer, il n'y a pas grand-chose. Surtout quand tu es une petite écurie. Tu es tout seul dans le désert et prends ce que tu peux prendre rapidement, mais en fait, tiens, quoi qu'il arrive, il faut que ça tienne, la mécanique elle tienne. Et toi, on est un peu plus ça que le super athlète de haut niveau avec les 7 médecins derrière lui, son plan programmé, etc. Tu vois, tout à l'heure, on parlait également de préparation psychologique. On parlait également de conflit, c'est-à-dire partir à l'étranger. On met aussi sa vie en danger. Comment est-ce qu'on fait accepter dans la tête d'un gamin de 18 ans, quand tu auras fini ton cursus de formation, tu vas partir, tu vas peut-être te faire tirer dessus, tu vas peut-être tirer sur des gens, je mets tout de suite le truc, ôter la vie aussi d'une personne. Comment est-ce qu'on fait intégrer ça ? Je fais juste une petite incartade là-dessus parce que je pense que ça peut peut-être aider aussi certaines personnes. Quand on parle de ça, moi j'ai rencontré des gens qui avaient une insensibilité complète. Tu sais, genre des mecs, ils s'en foutent, voilà, complet. Ou alors ils donnent l'illusion qu'ils s'en foutent, mais personnellement, j'ai eu ça pendant peut-être une dizaine d'années où j'avais l'impression d'être un peu en mode automatique. On faisait notre sport, on faisait notre truc, on se préparait, etc. Et donc du coup, tu as l'impression que rien que te touche, presque tu es intouchable. Puis un jour, tu rencontres un événement dans le dur, et tu as l'impression que tout ce sur quoi ça reposait, finalement, s'écroule un peu comme un château de cartes. Et là, tu as l'impression de ramer, et que les choses ne sont plus sous le fait de l'automatisme, mais plus sous le forme de l'analytique. Et c'est un travail qui est énorme, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on comprend que notre vie peut mettre en danger, et donc on est obligé d'avoir recours. Et moi, j'ai eu le recours, et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand je vois des gens comme toi qui justement se focalisent plus sur cet aspect psychologique, toujours assez, je ne vais pas employer le mot d'émerveillé, mais en tout cas assez intrigué de voir comment les gens ils y sont allés, parce qu'on y vient rarement, en fait, tu vois, sans s'être fait botter le cul par la vie ou quelque chose dans l'idée. Donc ma question, c'est ça. Comment est-ce qu'un gamin de 17 ans, 18 ans, tu le prépares à ça? Est-ce qu'on peut s'y préparer? C'est quoi un peu ton avis sur cette question?
Se préparer au danger, se préparer avec l'éventualité de la mort constante, on peut s'y préparer. Mais voilà, ça va dépendre un petit peu de l'intelligence, de la capacité qu'aura la personne à encore se révéler. Comme je te disais tout à l'heure, on a quelque chose en nous dont on doit prendre conscience. Et comme je te le disais, tout le monde va mourir un jour ou un autre. Mais pendant ce laps de temps qui te reste, tu veux faire quoi? Tu veux que ça serve à quoi? Tu vois ce que je veux dire? Et comme tu le dis, moi aussi j'ai été un petit peu dans ce truc automatique et la formation des unités spéciales est faite de telle sorte que le réflexe de tirer, ça devient comme un bandement de cœur. Tu vas réussir à riposter sans même te rendre compte que tu l'auras fait. La capacité à avancer malgré le danger, etc. Il y a plein de stratagèmes qui sont mis en œuvre. Mais effectivement, à un moment, tu as conscience, et moi je l'ai vécu, quand tu vas en voir des morts toute ta carrière. Mais quand tu vois un de tes potes décédé, là tu te prends conscience que ce gars-là, il n'était pas moins bon que toi. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut t'arriver à tout moment, mais c'est pas pour ça que ça t'arrête. Faut avoir cette capacité à se dire je sais que ça peut m'arriver, mais comme en fait de me faire écraser dans la rue, comme avoir un accident de voiture, des faits divers, il y en a plein, ça peut arriver. Alors oui, moi je vais aller le chercher ce danger-là, mais je vais le faire en connaissance de cause, je vais le faire en maîtrisant ce que je fais, et finalement, on est bien d'accord, les forces spéciales, dans ce côté professionnalisme et maîtrise de son environnement, de la mission, de la tactique, de la technique, etc., il y a quand même quelque chose qui va te mettre en confiance. Tu maîtrises ce que tu fais. Et puis tu as un esprit de corps aussi, tu es en groupe. Donc finalement, c'est porté aussi par le fait que tu n'es pas tout seul sur le terrain, quoi, finalement. Alors ça, tu fais bien de le relever. On ne fait pas de mission seul, ou en tout cas pas des missions de combat seul. Et cet esprit de groupe, il est vraiment différent de l'armée conventionnelle. Toi, tu l'as vécu, l'armée conventionnelle, tu sais, tu as un esprit compagnie qui est vachement fort. Au premier PIMA, tu n'as pas ça. Dans les unités d'élite, tu n'as pas ça. Tu as cet esprit de groupe. Pourquoi? Parce qu'on passe plus de temps avec notre groupe qu'avec notre famille. On vit des choses bien plus dangereuses, bien plus éprouvantes, bien plus marquantes avec finalement les gars de notre groupe. Et dans l'action, à aucun moment, avant de faire quelque chose, je vais me retourner en me disant est-ce que c'est sûr il me suit? J'ai une entière confiance. Toi, ce côté, on est ensemble, on va vivre les choses ensemble, on va réussir les choses ensemble, on va traverser les douleurs ensemble. Ça, c'est hyper présent. Toi, en régime. Alors du coup, pour justement parler plus en détail de ton association, comment ça se passe en fait? Les gens prennent, voilà, rapide également, petite parenthèse pour ceux qui veulent te suivre, donc tu as un compte Instagram, tu as un compte TikTok également, Oui. voilà, donc on voit qu'il y a un site internet, donc on voit qu'il y a vraiment une volonté aussi de s'adresser, puisque TikTok c'est aussi plus jeune en fait en population, donc on voit bien qu'il y a cette volonté-là. Les gens peuvent prendre contact avec toi sur ces 3 plateformes. Comment ça se passe? Une personne te contacte directement sur une de ces plateformes et qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors, tout le monde, il y a plusieurs catégories de personnes qui vont pouvoir me contacter. Et ben, il y a le jeune qui a envie de s'engager dans une unité d'élite, qui veut s'y préparer. Il y a aussi des militaires d'actifs qui veulent rejoindre les unités spéciales et qui se demandent un peu par quel parcours et comment mettre en avant, comment se préparer à y arriver, qui peuvent me contacter. Et je propose aussi des sortes de conférences, me déplacer dans des écoles. Toi, par exemple, il y a des BTS en sécurité qui m'ont contacté. Venir un peu expliquer cet esprit, l'esprit dans lequel on doit être quand on est dans la sécurité, dans le dépassement de soi, dans le danger, dans l'esprit force spéciale, tu vois. Alors comment ça se passe? Ils peuvent prendre contact avec moi sur les réseaux sociaux, j'essaie de prendre le temps de répondre à tout le monde. Mais sinon, il y a un site internet qui est créé où tu peux réserver directement tes formations. D'accord? Les formations pour aider les jeunes à s'engager, elle est découpée en 3 niveaux. Ce que je propose déjà pour tout le monde, c'est de pouvoir faire une visio avec eux. En tête à tête, on va pouvoir parler de leur stratégie de recrutement, je vais pouvoir les conseiller dans leur recrutement, mais surtout, je vais pouvoir les préparer au filtre de la sélection, surtout les entretiens. Tu as des entretiens que tu dois faire, plusieurs entretiens pendant ton recrutement, et je vais leur expliquer comment bien se mettre en valeur et comment être taper le plus dans l'œil du recruteur. L'étape d'après, qui est aussi réservable sur le site, ça va être de pouvoir les accueillir dans une immersion de 2 jours, 1 nuit
pour les préparer à la sélection. Okay, et là, c'est leur expliquer, leur faire des mises en situation de sélection et leur expliquer comment, sur un très court temps, tu peux te mettre en avant. Comment toi, sur 2 semaines, alors qu'il y a 40 candidats, tu vas montrer l'esprit dans lequel tous les candidats devraient être. Leur expliquer voilà, comment être recruté. Et la dernière préparation, cette fois-ci, c'est un entraînement. Et là, on va beaucoup plus rentrer dans cette capacité psychologique et morale à tenir. C'est 3 jours, 3 nuits où là, je les entraîne et je les mets vraiment en confiance et je leur donne l'esprit dans lequel ils vont devoir être pour toute la formation qui les attend dans les unités d'élite. D'accord ? Le programme, je ne veux pas le donner parce que tu le sais, ce doute, le fait de ne pas savoir ce qui nous attend, c'est déjà une préparation psychologique. Tout à fait. Et souviens-toi, la formation, tu ne sais jamais ce que tu vas faire la nuit qui arrive, tu ne sais jamais ce que tu fais le lendemain, tu es toujours dans ce doute-là. Et on se dit, bon, en formation, c'est pénible, ça met toujours un stress, mais finalement, en opération, tu ne sais jamais non plus ce qui t'attend. Tu l'as vécu, je l'ai vécu, se faire réveiller par des tirs d'obus dans ton camp. Bah, quand tu t'étais couché le soir, tu ne te disais pas, tiens, je vais me faire réveiller à 3 heures. Tu as toujours ce doute, tu as toujours ce danger, tu as toujours cet inattendu et le fait d'avancer un petit peu à l'aveugle, mais psychologiquement tenir. Donc, ce qui est dans la formation exactement, je ne le dis pas. Ben, en tout cas, c'est super intéressant. Et puis là, quand tu parles des 3 jours, 3 nuits, je pense que justement, tu les maintiens dans un état un petit peu… on peut presque parler de stress, quoi, finalement. C'est vrai, ce que tu dis, ça me fait penser à une anecdote. C'est il y a un moment donné, il y a un switch qui est fait. En fait, au début de la formation, tu es tout le temps un peu sur tes gardes. Tu te dis, ah, putain, cette nuit, est-ce qu'on va dormir, est-ce qu'on va pas dormir, est-ce qu'on va se faire réveiller, etc. L'information. Voilà. Tu cherches l'information constamment. Et à un moment donné, moi, perso, je sais que j'ai ressenti, il y a une forme d'acceptation. Et en fait, tu te dis, la nuit, c'est comme le jour, ça va partir, ça va pas partir. Quand ça part, je serai prêt. Mais en fait, si à ce moment-là, tout ce qui va précéder le moment où je vais devoir partir, ça doit être du temps où je vais broyer du noir, où je vais me demander putain, stressé. En fait, en réalité, à un moment donné, voilà. Et cet esprit d'acceptation, finalement, à un moment donné, bah, certains l'obtiennent. Moi, perso, je l'ai obtenu comme ça. Le fait de me dire, oh, bah, c'est bon, je m'en fous. De toute façon, ça vient, c'est bon, voilà, on sera réveillé, puis il n'y a pas de problème. Et du coup, ça, c'est ce que tu mets un peu aussi en œuvre, j'imagine, dans le cadre de cette formation. Et tu vois, qu'ils aient ce déclic avant de pouvoir entrer sur les formations en disant, je suis confiant, je tiendrai. Peu importe ce qui va arriver, maintenant je tiendrai. J'ai compris, je me suis endurci et voilà, psychologiquement, je tiendrai. Est-ce que tu as des anecdotes, soit de vie, je parle personnelle, ou celles que tu as pu rencontrer un peu au travers de ta carrière dans les armées, justement qui révèlent ça, des fois où il y a par exemple des gens qui se sont écroulés ou des gens se sont révélés au travers non pas du physique mais au travers justement du psychologique, des mecs peut-être qui t'ont à un moment donné, ils t'ont dit putain quand même ce mec là, waouh, ça fait quelque chose et je me le marque à cet endroit. Alors, je vais prendre le côté, tu vois, ça va faire un vrai parallèle, l'athlète de haut niveau et le mec hyper confiant, hyper bon qui s'écroule. Tu sais, le stage commando qu'on va faire à Montlouis, c'est 4 semaines et on était mélangés à ce moment-là à l'armée conventionnelle. Et bizarrement, les moniteurs de sport, pour pouvoir monter en grade, devaient venir faire cette formation-là. Okay. Et je me retrouve en stage en février, en hiver, avec un moniteur de sport. Il était monstrueux physiquement. Ouais. Je crois qu'il tournait à plus de 4000 au Cooper. Oh putain. Il était mais vraiment monstrueux. Donc les premiers jours, le premier jour, il fait les tests d'entrée, on se dit « Oh la vache, la machine quoi, la machine !» Et puis en fait, on fait la première nuit. On marche. En fait, le lendemain, il n'y avait plus personne. Il n'y avait plus personne, tu vois. Et ben moi, le lendemain, je courais pas moins bien que la veille, mais je courais pas mieux. Et plus la semaine avançait, plus ça devenait dur. Et plus en fait, toi, tu étais étanche à toute forme de stress et tu restais le même. Et physiquement, tu perdurais, mais tu étais à un point moyen, tu avais gardé ce point moyen. Et le mec était parti très très haut. Et plus la semaine avançait, plus il se retrouvait très très bas et finalement on finissait par lui porter son sac, il n'avançait plus du tout, etc. Tu vois. Donc il y a des gens qui surprennent de cette façon-là et tu en as d'autres qui surprennent effectivement dans l'autre sens.
je me souviens d'un gars qui était très fin, un physique, il avait beau faire du sport, de la musculation, il restait toujours très très longiligne, il était grand, il prenait pas. Et tu vois, quand il fallait sortir des caisses, le transit un petit peu monter dans les avions, on sait qu'à chaque fois pour lui c'était un peu pénible de porter les trucs. Et un jour, il m'avait vachement surpris parce que on est appelé dans une ville où il y a une prise d'otage et donc on était assez loin, on reprend l'avion avec notre matos, on s'équipe dans l'avion, donc on est tout équipé en lourd, prêt à intervenir, mais on avait encore des choses dans les caisses parce que on ne savait pas exactement ce qui nous attendait, donc on avait du matériel en plus dans les caisses et chaque caisse pesait entre 100 et 150 kilos, tu vois. Et sous le stress du moteur tournant de l'avion, les hélices qui continuent de tourner, la tranchée s'ouvre, ça tirait dans la ville de partout et nous on est déjà équipés en lourd. Tu vois, il prend cette caisse-là et moi je dis, oh là là, ça va être dur. Putain. Et tu vois, dans cette adrénaline, on a déchargé l'avion à une vitesse et il a tenu, tu vois. Et je vais reprendre mon exemple. Moi, j'ai eu deux efforts physiquement durs pendant des opérations. 3, parce que je vais rajouter un en exercice. Je vais commencer par celui en exercice qui est de la musculation. On était parti dans un pays étranger, on était ensemble. Tu te souviens? On a le Mi-8 qui balance l'échelle spéléo. On est équipé tout en lourd, si tu veux. Ah oui, je me souviens. On doit réussier à monter cette échelle spéléo pour réussir à monter sur l'hélicoptère avec les pales qui tournent. Oui. Physiquement, c'était chaud. Ça, c'était vraiment dur. Je m'en souviens bien de cette anecdote. Derrière, une fois, on a sauté en parachute et notre chef de groupe a eu une panne GPS. Donc, il ne pose pas au même endroit que nous. On le cherche partout, on ne le retrouve pas. Et finalement, on arrive à le capter à la radio. Il était à plus de 2 km de nous, mais il n'avait aucun moyen de nous retrouver parce qu'il n'avait plus moyen d'orientation, si tu veux. Et puis à un moment, on a l'heure qui tourne, on sait qu'on doit intervenir à telle heure sur l'objectif. Et moi je dis, je vais le chercher. Les gars me disent, attends, il est à 2 km, machin. Je dis, vous inquiétez pas, je vais le chercher. Bon, les gars, ils me connaissent, ils me disent, ok Marco, vas-y, de toute façon, c'est toi qui cours le plus vite, vas-y. Mais là, toi, tu es tout équipé, tu es en milieu et demi, donc à aucun moment tu dis, tiens, je vais laisser mon sac, prenez mes affaires, je reste tout équipé et je pars en course le chercher. Et je cours. Donc, je me tape 2 km et il s'avère qu'en fait, quand j'arrive sur lui, il marchait, mais à l'opposé, donc j'arrive à l'attraper, je lui prends ses affaires parce que ça faisait plus d'une heure qu'il était complètement perdu, je prends toutes ses affaires sur mon dos et je recours. Donc on avait posé, je venais de me taper 2 km en courant dans un sens, 2 km dans l'autre, tout équipé. Et là, on repartait pour 8 km d'infiltration à pied. Donc ça, toi, il n'y a pas besoin physiquement d'être une machine, mais ça fait mal. Ça fait. Et puis, j'ai eu une autre opération, j'en ai parlé dans un podcast là déjà. On avait un objectif à atteindre et on savait qu'avec les conditions météo, l'hélico devait poser à 14 km. Donc 14 km dans le sable avec des dunes, etc. C'est super long, surtout que ce n'est pas une rando, quoi. On est en mode infiltration, on se cache, etc. Et on savait que le village, c'était une maison en plein dans un village et qu'il y avait du monde, des méchants, on va dire, partout dans ce village. Qu'on arrivait en sous-effectif, il ne fallait surtout pas qu'on soit détecté. Et moi, je leur avais dit, écoutez, je vais prendre l'échelle. On va tout faire à passer par-dessus les murs de cloison de la cour, là, qui c'était des murs de mètres. On va poser des appuis avec les échelles, je vais prendre toutes les échelles sur moi. On m'a dit, c'est pas possible, il y a 8 mètres d'échelle, ça pose super lourd, un centre de gravité qui était hyper déporté. Et tu vois, moi, alors déjà, je l'avais annoncé, je lui ai dit, si, on va le faire, et franchement, en mode action, ça va être génial, on va y arriver. Je m'étais dit, bon, maintenant, il ne faut pas te craquer, toi. Tu as dit que tu étais capable de le faire, il ne faut pas te craquer. Et franchement, c'était super dur. Mais tu vois, je me suis rappelé toute la formation qu'on a eue avant. Tu vois, tu sais, quand on avait des sacs qui faisaient 60 kg sur notre dos et qu'on marchait. Je me suis dit, pourquoi 10 ans plus tard, je serais plus capable de le faire, tu vois. Et à l'époque où on le fait en formation, on se dit, oh, ça ne sert à rien, je ne le ferai pas en vrai. Tu vois, ce jour-là, ça m'a servi. J'avais les trapèzes en feu, j'étais bien content d'être pas bodybuildé. J'avais le dos en compote, j'avais les jambes éclatées parce que du coup, j'avais une surcharge sur moi. On s'était infiltré, on avait fait l'action, on n'avait fait pas un bruit. Et à tel point qu'on avait fait si peu de bruit qu'on avait réussi à capturer le gars. Et on s'est dit, on ne fait pas poser les hélicos là parce que c'est à un moment où on va faire poser l'hélico que ça va faire réveiller le village. On s'était retapé l'exfiltration. Je veux dire que quand on a fini l'action, on me dit, on s'exfiltre. Et là, je me dis, faut encore que je remette cette charge sur mon dos, j'étais éclaté. Et toi, je l'ai fait et c'est passé. Et physiquement, j'étais pas le meilleur.
J'étais pas un athlète de haut niveau. J'ai jamais été très bodybuildé. Mais toi, j'ai serré les dents. Ouais. Et j'ai tenu et c'est passé. C'est pour ça que tu mets ça vraiment en avant, cet aspect psychologique, mindset, justement, parce que c'est ça, en fait, au final, qui fait vraiment la diff. Alors, je veux bien, à un moment donné, peut-être que toi et moi, on n'est pas capable de porter des charges de 200 kilos, de les faire passer au-dessus de la tête, mais effectivement, c'est ce que j'aime dans ce discours, c'est de dire qu'on peut se repousser, on peut repousser nos limites, et ça ne tient pas que sur la base du physique. Il faut qu'on arrive à développer la confiance en soi. Aujourd'hui, on a les nouvelles générations, du fait des réseaux sociaux, etc., ils ont de moins en moins confiance en eux. Mais toi, tu vas être d'accord avec moi que quand tu vas au combattre sur des mecs qui ont les mêmes capacités, ce sont des hommes comme toi, ils ont de l'armement, etc., si tu n'as pas de cette confiance en toi, te dire je vais y arriver, je vais tenir, eh ben déjà c'est compliqué. On a des jeunes aussi aujourd'hui ils sont toujours devant leurs écrans, que ce soit les jeux vidéo, que ce soit la télé, que ce soit les réseaux sociaux, etc. Ils sont toujours devant ça et ils vont se préparer dans des salles de sport, où ils vont suivre des programmes à la maison, etc. Avant, on vivait dehors. Moi, j'ai un frère jumeau et je peux dire que quand on était petit à la maison, ma mère, elle nous foutait dehors, que ce soit qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, on était dehors et on allait jouer dehors. Donc cette capacité à endurer le mauvais temps, toi, on devenait étanche à tout ça. Aujourd'hui, les nouvelles générations le sont beaucoup moins. Et une capacité, je trouve, qui est perdue aujourd'hui, c'est la capacité, excuse-moi pour mon langage, mais à se faire chier. Tu sais, ces fameuses longues périodes où tu fais à s'ennuyer, voilà, où tu fais rien du tout. Et bien ça, je trouve que là, ils l'ont perdu puisqu'il y a une certaine forme d'instantanéité aujourd'hui, le réseau, le truc, le téléphone, le machin. Alors que ne rien faire aussi. Où tout va vite aussi. Voilà, la patience. Tu vois, la patience, être patient parce que tout ne se fait pas du jour au lendemain, je trouve ça aussi, c'est une capacité qu'il faut être amené à travailler. Pour le coup, ça, je trouve que ça se travaille. Alors ça, je l'explique aussi, surtout pendant que je fais les visios. Il faut que tout le monde soit conscient que tu ne deviens pas le super opérateur du jour au lendemain. Et tout ne va pas super vite comme sur les réseaux sociaux où effectivement, il faut prendre le temps. Il va falloir accepter qu'il va te falloir des années. Il y a la formation qui dure un petit peu plus d'1 an, c'est sûr, mais tu deviendras bon quand tu auras de l'expérience. Toi, c'est long, c'est très long à acquérir, à prendre conscience de certaines choses, à avoir cette capacité. Un super opérateur, moi je suis quasiment convaincu qu'il ne peut pas l'avoir avant 10 ans de service. Il n'aura pas eu assez de recul. Par contre, ce que je vais expliquer dans les formations, voilà, c'est cette capacité à un petit peu prendre du recul. Accepter cette chose-là. Accepter que tu ne peux pas être le meilleur, mais accepter que tu vas tenir. Accepter que cette frustration, aujourd'hui, on a un très gros problème, c'est l'acceptation de la frustration. Même dans les unités, tu ne feras pas que ce que tu as envie de faire, tu ne feras pas les actions que tu auras décidées. Tu seras là pour servir. Donc des trucs pénibles, des trucs durs, on en a tous fait et en fait c'est normal, c'est notre métier. On fait un métier dur et finalement si on faisait un métier facile, on n'existerait pas. Non, et puis surtout, il y a moi je sais que souvent les gens mettent en avant leur réussite, tu sais, on a réussi, etc. Moi j'aime bien aussi. J'ai réussi. Ouais, c'est exactement. Pour le coup, c'est vrai que quand on a pas une défaite, mais en tout cas quelque chose qu'on ne réussit pas, elle est peut-être moins collective, peut-être qu'elle est plus personnelle. Moi, j'aime bien mettre ça en avant aussi, là où j'ai échoué, clairement, parce que déjà, ça montre aussi qu'on est tous faillibles à un moment donné, et c'est s'ouvrir aussi. C'est-à-dire que, selon moi, il y a une différence entre être faible et être vulnérable. Vulnérable, c'est s'ouvrir, c'est s'accorder en fait finalement cette part justement de vulnérabilité, et cette ouverture permet généralement de grandir. J'ai un instructeur de tir américain, il dit quelque chose que je trouve génial. Il dit en fait une mauvaise journée pour son ego, c'est une bonne journée pour son âme. Et toi, c'est ce que tu reflètes parfaitement en fait. Finalement, c'est de foutre son putain d'ego, pardon encore une fois pour mon langage de chartier, mais de le mettre de côté cet ego-là, parce que justement, c'est ce qui va élever, s'ouvrir finalement aux autres. Là, il y avait eu un reportage qui avait été fait sur mon stage co. Et c'est vrai que les gens me disaient « Oh là, dis donc, putain, là, t'es KO, etc. » Le reporter, il n'est pas tendre avec toi. Et c'est vrai qu'au début, quand c'est l'ego qui parle, on se dit « Ouais, c'est vrai que là, je suis par terre, on a l'impression que je suis… »
est-ce que ça reflétait tout mon stage co? Non. Est-ce que ça reflète mon état d'esprit? Non. Mais je l'accepte parce que à ce moment-là, j'ai une défaillance. Et le fait de l'accepter et de se dire, moi je l'ai eu là, mais je suis content avec ça. Il y avait un autre stage co qui n'était pas visible et où en fait, c'était le Cefeu, en fait, c'est en Guyane, c'est très dur aussi, hein. C'est des conditions qui sont assez adverses. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un stage qui est en Guyane, qui est très dur. Franchement, le milieu est très compliqué. Et tout se passe bien pour moi, je fais les épreuves, les trucs et tout, et je le sens, il y a même quelques petites victoires, mais à un moment donné, il y a un rappel à l'ordre, puisque dans cette arrogance, dans cette que je confonds presque avec l'engouement de la jeunesse et se dire ouais, j'ai envie et tout, mais aussi parce que trop solo, à un moment donné, bon, on m'avait foutu une mini dans les mains, je me plante quoi, et mon coude vient s'exploser sur le fameux guidon de la mini là, qui est un peu blam. Et là, bras quasiment inutilisable, et c'est le jour où il y a l'épreuve de trucs des lianes où il faut se servir des bras. Et je sens que j'ai plus la force de préhension, je le sens dans mon bras que ça a vraiment été très compliqué. Et je me sentais affaibli en fait psychologiquement, je ne pouvais plus le faire quoi finalement. Et je trouve que ça aussi, ça reflète vachement, ça donne énormément d'informations sur soi-même, sur sa capacité à gérer son effort, mais aussi à se relever quand justement on touche le fond. Et je trouve que c'est l'accumulation de ces épreuves finalement qui peuvent être dures, mais comme tu peux en côtoyer dans la vie de tous les jours, tu perds un proche, des divorces, ce genre de choses qui sont très dures et donc à vivre, mais où en fait il faut trouver toujours la capacité de se relever finalement. Et je trouve, et encore une fois, je te fais pas de la lèche, hein, Marc-Antoine, on se connaît bien, mais je trouve que c'est ce que tu incarnes. Et du coup, je profite de ce moment-là au travers de cette caméra parce que c'est toujours un peu ce que tu as incarné, cette rigueur dans le travail. Tu sais, le fait que quand tout le monde est dans le jus complet. On a fait un stage ensemble qui était très dur, c'était le fameux CT1, et qu'il fait froid, et que tu en as ras-le-bol, et qu'il est 3h du matin, et qu'il faut encore trouver cette rigueur. Il y en a toujours un, et c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur de le dire au travers de cette caméra, et que je souhaite beaucoup de réussite à ton aventure, parce que moi je crois en ce que tu dis, parce que ces soirs-là où à un moment donné on en a ras-le-bol, tu avais toujours toi qui en fait relevait du paquet de la masse pour dire hey, on s'endort plus là, on y va, etc. Et tu fais mais il casse les pieds, putain. Mais tu dis mais c'est vrai, et c'est ce qu'on recherche chez des mecs. Et je trouve que autant moi ça pouvait faire des vagues, mais pour tout le monde, mais où je trouvais où toi c'était moins visible et où tu avais toujours cette volonté, voilà. Ah, c'est gentil. Non, mais c'est la vérité, et ça me tenait vraiment à cœur de le dire. Mais moi aussi, j'avais ces baisses de morale, ces baisses d'envie, mais oui, peut-être que j'avais cette capacité un petit peu plus visible de me remobiliser, de me dire allez, t'écoutes pas et on va y arriver, on va y arriver ensemble. Et c'est là que j'ai envie de passer ça à travers mon association et former tous les gens qui veulent rentrer dans les unités pour ça. Même peut-être après le diffuser un petit peu encore plus, cette capacité à avancer. Tu vois ce que je veux dire? Cette capacité à jamais se ralentir, jamais se contenter de ce qu'on a, jamais se laisser aller. Cette remise en question perpétuelle, c'est hyper important. Il faut qu'on se remette en question. Alors nous, dans le domaine militaire, c'est hyper important parce que l'ennemi, lui, le fait. Donc si nous, on se contente de ce qu'on a, on va se faire dépasser. Mais c'est aussi le cas dans tout le milieu économique, dans le commerce, etc. Mais c'est aussi le cas dans ta vie personnelle. Ouais. C'est de dire, on avance, on avance. Et on a tous, comme tu l'as dit, des choses difficiles dans notre vie. Les divorces, la perte des gens, comme tu as dit, mais aussi des épreuves dans la vie de tous les jours. J'ai ma voiture qui est cassée, mince, ma femme s'est fait licencier. Cette capacité de se dire, c'est la vie. Ouais. C'est la vie, mais en fait, ça ne tient qu'à toi d'avancer. Ouais. Tu comprends? Tu vois, là, c'est... aventure entrepreneuriale, souvent les gens voient le côté très visible aussi, tu vois. C'est vrai qu'on tourne un peu autour de cette composante qui est l'état d'esprit, mais je trouve que c'est important aussi, quand les gens ne voient que le visible et ils disent « Ah, ça fonctionne bien, etc. » Les gens ne voient pas nécessairement les 3-4 ans qui ont précédé à pas se sortir un salaire, à galérer, à ramener plutôt des factures plutôt que des choses, des rentrées de sous à la maison, de devoir tenir la baraque. Et c'est vrai que du coup, ça forge, ça rend... je crois plus humble en tout cas là-dessus et je trouve que toi au travers justement de cette association c'est ce que tu veux donner et c'est un aspect qui est pas assez souvent mis en avant justement cette préparation psychologique. D'ailleurs ça me fait penser mais est-ce que
tu as des ouvrages, est-ce qu'il y a des choses toi qui te servent un peu de modèle, que ce soit dans la pop culture, les films, les trucs? Est-ce qu'il y a des trucs des fois tu te dis tiens ça m'a remotivé, un peu comme le film Rocky, tu sais c'est con mais Rocky. Tu vois, on se moque beaucoup de moi. J'ai une culture cinématographique qui est vraiment nulle. Je suis très peu de personnes. Tu sais, je ne suis pas à me dire oh, ce mec il est trop fort. Donc, sauf un gars. Il y a un gars qui m'inspire, c'est Thomas Pesquet. Alors, tu me dis bah ouais, forcément tu tapes le niveau. Mais tu vois, cette capacité qu'il a lui aussi, il est super humble. Il se remet toujours en question. Et tu vois, ce qu'il fait, c'est un petit peu le même état d'esprit que nous. C'est donner un petit peu il donne de sa personne pour une cause qui est bien plus grande que lui. Tu vois, la conquête spatiale, moi j'adore ça. Je trouve que là l'homme se révèle dans cette capacité à innover, à avancer, à explorer, et à se dire on ne s'arrête pas à ce qu'on connaît, on va encore aller chercher. Tu vois. Et Thomas Pesquet a ce côté, d'une déjà il est français, mais en plus de ça, il est super humble, tu vois, quand tu l'entends parler, il a beaucoup de recul sur tout ce qu'il dit. Voilà, s'il y a une personne que je prends comme exemple, c'est vraiment lui. Je trouve qu'il est vraiment au top et j'aimerais bien que la nouvelle génération, plutôt que regarder des influenceurs et des gens qui peuvent raconter un petit peu tout sans être vérifiés, s'ils pouvaient revenir aux sources, des gens comme ça, qui œuvrent vraiment pour l'humanité. On ne va pas dire de lire des philosophes, mais tu vois, revenir un petit peu à des choses vraiment concrètes. Il y en a un qui l'a incarné récemment, là, c'est un youtubeur très connu, alors, je ne sais pas si tu en as entendu parler, c'est celui qui a gravi l'Everest, Noxtag. Ouais, ça, ouais. Et le reportage, pour le coup, justement, il y a une conclusion là-dessus qui est très bien, où il dit aux gens, lâchez vos téléphones. Et ce gamin de 21 ans, on peut dire ce qu'on veut, putain, il a gravi l'Everest quand même. Ouais, il a eu un dépassement et surtout, ce qu'il disait, il était happé dans sa vie de tous les jours, les vidéos, les trucs. Et en fait, il a repris connexion avec la vie. Et pour le coup, je peux que saluer en fait ce truc-là, tu vois. C'est vrai, du coup, j'ai regardé un petit peu des reportages sur lui et je trouve que franchement, à 21 ans, l'état d'esprit qu'il a développé, c'est bien. Alors, oui, on va dire, il a gravi l'Everest, des gens vont dire, ouais, c'est mais il pas dit que la montagne, etc. Mais il mais dit tu même, vois, ouais. ce qu'il a fait, ça lui a fait comprendre des choses. Ce rapport à la nature, ce rapport au danger. C'est le chemin finalement, voilà, c'est le parcours. C'est ce parcours pour y arriver. L'abnégation, il s'était fixé un objectif et il a tout mis en œuvre pour y arriver. C'est vrai que c'est assez bluffant ce qu'il a fait et je pense que plein de gens peuvent s'en inspirer. Vraiment ce côté, je me suis fixé un objectif et je vais y arriver. Et la société dans laquelle je vis aujourd'hui, comme tu dis, les écrans, vivre à travers un écran, dire ouais, j'ai été là à travers un écran, etc. Il l'a mis de côté, il s'est reconnecté à plein de choses et franchement l'état d'esprit qu'il a développé, je trouve que c'est joli ce qu'il a fait. Bah, tu vois, cette fameuse, j'avais noté ce truc-là, cette fameuse dualité de conscience finalement entre quelqu'un d'humanisme qui fait preuve d'empathie, d'amour, parce qu'en fait, quand on regarde une unité spécialisée, on se focalise que sur l'aspect bagarre, le casseur de porte. Voilà, le casseur de porte. Or, je trouve que c'est la plus belle chose, c'est justement de couvrir l'ensemble de l'éventail. C'est-à-dire d'être d'une douceur infinie quand il s'agit de mettre ton enfant sous la couette le soir, qu'il te prend dans ses bras. Enfin, je veux dire, n'importe quel père de famille où maman comprend la force du lien qui t'unit. Et de l'autre côté, d'être capable d'une volonté sans faille, de force et d'aller au carton, jusqu'à peut-être même au sacrifice ultime, comme ils le disent souvent dans les armées. Et ça, encore une fois, c'est ce que les gens vont pouvoir aller chercher dans le cadre de tes formations, cet aspect psychologique. Exactement. Se dire qu'on est humain. On est avant tout des humains, on a des failles, mais en fait, on a quelque chose à accomplir. Dis-moi, je voudrais te laisser justement la fin, cette conclusion pour toi. Déjà te remercier d'être venu sur notre chaîne YouTube. Ça m'a fait beaucoup de plaisir, vraiment. Ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, même si on se suivait de loin, etc. On partage une expérience commune, une carrière commune, des choix différents, des choses différentes. Je te laisse le mot de la fin pour les gens justement qu'ils apprennent soit plus sur toi, sur ton nouvel entrepreneuriat. Bref, conclusion pour toi, Marc-Antoine.
Et ben, je pourrais conclure en disant que, comme tu l'as dit, on est humain et en fait tout ce qu'on a vécu auparavant, ça fait pas de nous quelqu'un d'extraordinaire. J'essaye de répondre à tout le monde. Je suis accessible comme je l'ai toujours été pendant ma carrière. Je suis là vraiment pour continuer à servir. Je l'ai fait une première fois à l'armée dans les forces spéciales et j'ai envie de continuer ça. C'est pour ça que je crée une association. Cette association, elle est là pour aider les gens, pour servir encore cette cause. Donc, je le fais aujourd'hui à travers plusieurs accompagnements. Tous les gens qui veulent s'engager dans des unités d'élite, je ne dis pas que force spéciale, parce qu'il y a plein d'autres unités d'élite qui demandent un petit peu le même état d'esprit, que ce soit les chasseurs alpins, les parachutistes, la DGSE, etc. Même les unités de police, tout ça, ça demande ce même état d'esprit. Je propose aussi, aller voir mon site, mais de me déplacer dans les écoles pour essayer de transmettre un petit peu cet état d'esprit. Contactez-moi, moi je suis ouvert à tout, même si ce n'est que pour avoir des informations, je suis là pour servir. Merci beaucoup Marc-Antoine. Merci à toi de m'avoir accueilli. Et puis je te souhaite de performer. Je te suis aussi de loin et je trouve que ce que tu fais, c'est vraiment propre. Merci à toi Marc-Antoine. Et puis à tous, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.